Et salut à toutes et à tous, c'est Sensi007, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Je réagis au SCP. Alors le principe les gars sera que je regarde tout ce qui est avec les SCP, leur histoire, et je réagirai dessus. Aussi je ferai la même vidéo les gars, le même concept de vidéo mais avec un avis. Bon, sur ce, place à la vidéo. Ok, je vais lancer la vidéo les gars. On attend un petit peu que la Bonjour, voilà, je suis le docteur Lisa Hamet et aujourd'hui nous allons étudier ensemble un nouvel objet SCP, le SCP-049 de classe Euclide. Une entité humanoïde d'environ 1,90 m de hauteur répondant à la description d'un médecin de peste médiévale. Et oui, je te conseille fortement de t'abonner à la chaîne. Il en va de ta survie. En cas de rencontre avec un objet SCP, tu seras bien content d'avoir reçu mon enseignement. Allez, abonne-toi. Active les notifications et c'est parti. Bon déjà les gars, je vous dis déjà les CV ça existe pas. Désolé j'ai la voix un petit peu cassée, vous inquiétez pas hein. À l'époque de la peste noire, SCP-049 n'était qu'un simple homme pauvre vivant dans un village avec sa femme et sa fille. Un jour, près de sa maison, il vit un vrai médecin de la peste à cheval qui tomba soudainement devant lui et mourra de la peste. L'homme regarda le médecin maintenant mort et eut l'idée de voler ses vêtements et de se déguiser lui-même en médecin, afin d'arnaquer les gens et de gagner de l'argent pour sa famille. Cependant, sans le savoir, en prenant les vêtements, il conclut un accord avec une entité divine appelée la Petite Mort. Ce qui amena l'homme à devenir l'un des nombreux agents de cette créature. Il visita différentes régions et répandit la mort, alors que les gens pensaient qu'il était un vrai médecin. Car il était en quelque sorte immunisé contre la peste. Après s'être enrichi, il retourna chez lui pour retrouver sa famille. Mais à son plus grand désarroi, il découvrit le corps partiellement mangé de sa femme, qui avait succombé à la peste, tandis que sa fille gisait dans une flaque de sang. Par chance, elle était cependant toujours en vie, grâce à son immunité qu'elle avait héritée de son père. Les événements qui ont suivi restent incertains. Mais des rumeurs disent que l'homme s'est opéré lui-même, enlevant certains de ses organes afin de stocker ses outils à l'intérieur de son corps, retirant sa propre peau pour la remplacer en greffant son costume et son masque à la place, enlevant certaines parties de son cerveau et allant même jusqu'à l'ablation totale de ce dernier, le remplaçant par un nouvel organe. Après quelque temps, le médecin décida de déménager dans le nexus dimensionnel du royaume d'Alagada. Cependant, le docteur était agacé par l'ignorance des indigènes et leur manque de logique. En plus de ça, le livre dans lequel le médecin avait inscrit toutes ses recherches était introuvable, ce qui lui causa beaucoup de frustration. Après avoir dit à certains visiteurs de le laisser tranquille, le médecin reçut une invitation du seigneur noir d'Alagada. En arrivant au palais du seigneur, les deux se rencontrèrent. Le seigneur noir était très intéressé par les antidotes du médecin et demanda s'il pouvait le guérir de n'importe quelle maladie. Mais le médecin semblait avoir des doutes sur ses propres capacités. Soudain, un monstre apparut d'entre les murs du palais, blessant gravement le seigneur. Le médecin dut alors l'opérer et finit par se souvenir de la recette lui permettant de créer un antidote capable de guérir le seigneur noir. C'est cool ça. Après avoir été guéri, le seigneur remercia sobrement le médecin et lui demanda de partir. Après s'être enfin souvenu de son remède, le médecin décida de quitter Alagada et de retourner sur Terre. En 1665 et 1666, le jour et la nuit s'étaient détraqués. Parfois, le soleil ne se levait pas à Londres pendant plusieurs jours, ou lorsqu'il se levait, il ne se couchait plus. À cette époque, la peste noire semblait être de retour, alors que le médecin saisit l'occasion pour réanimer les corps de quelques personnes récemment décédées, ce qui provoqua une panique de masse dans toute la ville de Londres. Lorsque le jour et la nuit furent revenus à la normale grâce à Lord David Blackwood, qui tua la créature féerique responsable de la perturbation, le médecin élut domicile dans un monastère de la 5e église au sein de laquelle il était vénéré comme une figure sainte, bien que l'endroit ne lui inspirait pas grand-chose. Il réalisa des opérations sur les membres de l'église pendant un certain temps, transformant leur corps en abomination afin qu'ils puissent mieux correspondre aux idéaux de leur religion. SCP-049 a été découvert à Montauban, en France, lorsque la fondation SCP enquêtait sur de mystérieuses disparitions. Attends, quoi? Ok, c'est très flippant, mais on continue.
Ils trouvèrent 049 entouré des personnes qu'ils avaient transformées en SCP-049-2. Pendant que la Fondation exterminait SCP-049-2, SCP-049 prit note de ce qu'il se passait, puis se rendit volontairement à... Attends, le mec, tu vas me dire qu'il était au calme, en train de buter des mecs, il les a rendus en putain de zombies. Et les mecs, ils étaient tranquillos en train de se faire buter, le mec il prenait note. D'accord, et en plus il s'est rendu par lui-même. Ok. La Fondation. Sous leur garde, 049 a continué à faire des expériences avec divers mammifères qui lui ont été fournis par la Fondation pour l'apaiser. Le 16 avril 2017, alors qu'il était interviewé par le docteur Raymond Dam, un médecin qui passait beaucoup de temps avec 049 et le considérait comme un ami, 049 s'est énervé et a attaqué Ham. Il le tua et le transforma en 049-2 en 3 heures, profitant du fait que la sécurité n'était pas activée. SCP-049 est très bien élevé, respectueux et poli. Il fait donc peu de tentatives pour s'échapper. Il semble vraiment croire que ce qu'il fait est pour le bien de tous, déclarant que son remède est le plus efficace. On ne sait pas pourquoi SCP-049 pense qu'il doit éradiquer cette pestilence, ou ce qu'est réellement la pestilence. SCP-049 est aussi très courtois et accueillant à la fois envers les humains et les autres SCP. Il déclare qu'il n'aime pas parler en raison du caractère mélancolique et pensif des victimes de la pestilence, et qu'ils réagissent mal à la conversation. Cela montre que l'intérêt de ces victimes passe avant tout lorsqu'ils s'exécutent à la tâche. Le toucher de SCP-049 est extrêmement mortel pour les humains, tuant ceux qui entrent en contact avec lui en quelques minutes. SCP-049 sort alors de son corps un sac noir rempli d'outils médicaux, puis commence une intervention chirurgicale sur la victime, insérant plusieurs produits chimiques inconnus dans le cadavre. Après quelques minutes, les signes vitaux du sujet reprendront, et le sujet, alors devenu une instance de SCP-049-2, commencera à fonctionner normalement, à l'exception de toute fonction cérébrale supérieure. La victime deviendra complètement sauvage, violente, agressive et dangereuse, et errera jusqu'à ce qu'elle rencontre un autre humain. Elle attaquera et tuera ensuite l'humain avant de revenir à son état inintelligent. Pour comprendre mieux ce SCP, regardons ensemble un enregistrement du professeur Lucius en personne, dont j'ai fait la traduction. Autrefois, on pensait que SCP-049 était incapable de parler. Mais cela a ensuite été démystifié lorsqu'il a parlé d'une voix masculine, disant que même s'il peut parler, il préfère simplement ne pas le faire. Il a expliqué qu'il cherchait à éradiquer la grande peste du monde, qui est supposée être la peste bubonique. Cependant, ceci n'est pas confirmé, car SCP-049 détecte la pestilence chez les sujets qui ne possèdent pas la maladie. Et ne l'a pas vu chez d'autres sujets humains. SCP-049 pense qu'il rend un grand service en guérissant les personnes infectées. Lorsque certains le questionnent sur l'efficacité du remède, SCP-049 évite le sujet. Il est possible que la pestilence soit la vie elle-même. 049 penserait alors qu'elle détruit l'âme des hommes et qu'elle devrait être éradiquée de leur corps. Merci à toi d'être resté jusqu'au bout. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, et pour ta survie, n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications. Pour en voir plus, clique ici pour accéder à toutes les vidéos en une seule playlist. Et ici pour avoir accès à la dernière. À la prochaine! Ok, bon bah je ferai un résumé sur le montage, vous verrez complètement. Ok, on va passer à la deuxième vidéo les gars. Ok. Putain de psychopathe, mais regardez juste le... What? Qui peut plus vous le tenter? Tiens, c'est une vidéo de Nelia que ça allait pour le fun. Oui, bon, désolé pour cet instant pub, les gars. Oui, désolé. Oh, Ninjax. Ok. C'est censé être une vidéo de Ninjax. Ouais.
SCP-035 semble être un masque de comédie en porcelaine blanche, bien qu'il puisse parfois représenter la forme de la tragédie. D'ailleurs, lors de cet événement, toutes les représentations visuelles de SCP-035, telles que des photographies, des enregistrements vidéo ou même des illustrations, changent automatiquement pour refléter sa nouvelle apparence. Un liquide visqueux hautement corrosif et dégénératif suinte constamment des orifices buccaux et oculaires de SCP-035. Tout ce qui rentre en contact, et je dis bien tout ce qui rentre en contact avec cette substance, se détériore lentement durant une période variable, dépendant du matériau, jusqu'à être totalement dégradé en une flaque de contaminants d'origine inconnue. Les organismes vivants entrant en contact avec la substance réagissent de la même manière, sans aucune chance de récupération. Et je dis bien aucune. L'origine du liquide est inconnue. Le liquide est seulement visible sur l'avant et n'apparaît pas sur l'autre face. Les sujets se trouvant entre 1,5 m et 2 m de SCP-035, ou ont un contact visuel avec l'objet, éprouvent une forte envie de le porter. Et je dis bien une forte envie de le porter. Quand SCP-035 est placé sur le visage d'un individu, un motif d'ombre cérébrale émanant de SCP-035 chevauche du sujet. Juste après, le sujet affirme être la conscience contenue par SCP-035. Les corps des sujets possédés se décomposent à une vitesse fortement accélérée, ne formant au final rien de plus que des cadavres momifiés, en gros. Toutefois, des analyses psychologiques ont découvert que SCP-035 possède une nature hautement manipulatrice, capable d'entraîner de soudains et profonds changements d'état psychologique à des personnes à qui il parle. En gros, il vous rentre dans la tête. Ça doit pas être très cool. SCP-035 s'est révélé fortement sadique, poussant certains sujets au suicide et transformant d'autres en serviteurs sans âme, par le seul moyen de la persuasion linguistique. Je te dis, il rentre dans ta tête, il sort plus mec. SCP-035 a indiqué posséder une connaissance intime du fonctionnement de la conscience humaine et a laissé sous-entendre qu'il pourrait changer les vues de tout individu en ayant le temps nécessaire. SCP-035 doit être conservé dans une vitrine en verre hermétiquement scellée, d'une épaisseur minimale de 10 cm. Le verre semble réagir le plus lentement aux effets du liquide corrosif de SCP-035. Voici donc pourquoi il est utilisé. Les murs de la cellule du confinement de SCP-035 ont soudainement commencé à sécréter une substance noire. Des tests sur la substance ont révélé qu'il s'agit de sang humain, hautement contaminé par plusieurs agents inconnus. La substance est corrosive, possède un pH de 4,5. Plus remarquablement, elle semble former des motifs sur les murs. Plusieurs segments semblent être des paragraphes de diverses langues, y compris de l'italien, du latin, du grec et du sanskrit. C'est flippant. Des traductions sont en cours de réalisation. D'autres segments paraissent être des diagrammes dépeignant des sacrifices rituels et des mutilations, souvent en bénéfice ésotérique de la personne qui les commet. Plusieurs individus ont été choqués de remarquer que tous les sacrifices ont une ressemblance avec les membres du personnel et leurs proches, souvent dans des positions contradictoires. Donc ça devait pas vraiment être ouf à regarder en fait. Le seul changement dans le comportement dormant de SCP-035 concerne son caisson de confinement. Les dégradations du caisson ont atteint un niveau élevé, suffisamment pour entraîner une fissure du verre, causant une large dispersion du contaminant de SCP-035. Ceci se produit assez souvent au moment le plus inopportun, comme par hasard, ayant entraîné à ce jour 6 victimes et 3 décès de membres du personnel de recherche et d'entretien. Voilà, c'est une petite vidéo de Ninjax qui a expliqué. De Ninjax, excusez-moi. C'est très sympa. Bon, allez, troisième vidéo et après on se laisse dessus, les gars. Ok. Voilà, je suis en train de chercher une vidéo pour vous, les gars. Qui est sympa. SCP comment 247. Attends, je vais regarder ça sur YouTube, les gars. SCP 247. C'est petit chat, je crois. C'est l'air drôle, attends. Attends. Attends, on va voir la vidéo de Ninjax alors.
let's go. SCP-247 est un tigre du Bengale. Pour tout observateur, il ressemble à un chat inoffensif, avec une fourrure rayée, orange et noire évoquant un tigre. L'observation indirecte via une caméra ou des photos maintient cette illusion, bien qu'on ignore si la photo est affectée ou seulement l'observateur. La façon dont le sujet parvient à générer cette illusion est inconnue. Celle-ci possède deux composants distincts. Un effet mémétique qui change l'apparence perçue de SCP-247 en celle d'un chaton, et un effet psychique qui émane du sujet. La véritable nature de SCP-247 a été confirmée en se basant sur son poids, sur le volume d'eau déplacé et les empreintes dentaires laissées par ses morsures. Tout être conscient se trouvant dans le champ de cet effet aura l'impression que SCP-247 est complètement inoffensif, quelles que soient ses connaissances à son sujet ou ses expériences passées. Les individus situés dans ce champ sont également très réticents à blesser ou à laisser quelqu'un d'autre blesser SCP-247, même lorsque celui-ci est en train de s'attaquer à lui. Ce champ psychique peut être arrêté par SCP-148 ou évité en sortant de son périmètre d'action. Jusqu'ici, personne n'a pu voir SCP-247 sous une autre forme que celle d'un petit chat. SCP-247 doit être gardé dans un enclos en béton d'au moins 20 mètres sur 40, aménagé selon les plans fournis par le zoo qui se situe à côté du site qui garde SCP-247, éloigné du reste du site d'au moins 50 mètres afin de limiter son effet psychique. SCP-247 doit être nourri de 18 kg de viande fraîche 3 fois par semaine. Les repas doivent avoir lieu dans un enclos séparé. L'équipe de nettoyage ne doit entrer dans l'enclos que pendant les repas. L'accès à l'enclos ne sera autorisé en aucune autre circonstance, pour des raisons simples de sécurité. Toute vidéo de surveillance résultant de la violation de cette règle sera archivée pour être utilisée lors de la formation de l'équipe de nettoyage et de contrôle de SCP-247. Rapport d'expérience 247A-03. Sujet de test, un daim mâle adulte. Proie normale pour un tigre du Bengale. Résultat, le daim se comporta normalement pour un daim se trouvant dans un espace fermé avec un chat. Il était donc très passif. SCP-247 s'en approcha calmement et le tua d'une seule morsure au cou, avant de commencer à le consommer. Note: SCP-247 semble préférer les humains, que ce soit pour sa nourriture ou pour son amusement. Rapport d'expérience 247A-01. Sujet de test, un chien de race mixte, principalement terrier, connu pour détester les chats. Résultat, le sujet courut vers SCP-247 en aboyant bruyamment. Arrivé à approximativement 5 mètres, le sujet ralentit, s'arrêta et devint silencieux. À ce moment-là, SCP-247 roula sur lui-même et émit un miaulement, supposé être un signe d'agacement. Le sujet battit en retraite dans un angle de l'enclos, la queue entre les pattes. Rapport d'expérience 247A-12. Sujet de test, une femelle grizzly adulte. Résultat, le sujet se comportait extrêmement nerveusement et restait aussi loin que possible de SCP-247. Au bout d'un moment, le sujet s'approcha de SCP-247 qui émit un grondement d'intimidation. Le sujet répondit hostilement. Test interrompu en raison du danger encouru par SCP-247. Rapport d'expérience 247A-4. Alors pourquoi tu nous donnes pas les images? C'est très sympa. 14. Sujet de test, un tigre du Bengale mâle adulte. Résultat, test non réalisé. Un enregistrement d'un accouplement normal de 2 tigres du Bengale y a été substitué. Fin de rapport. D'accord. Bon les gars, on va s'arrêter ici. Abonnez-vous à Ninjax, bien sûr. Et abonnez-vous à moi aussi, ça serait sympa. Bon, sur ce les gars, on se fait de gros bisous. À toute nouvelle vidéo, c'était Sensi007.